Flavien Després me dit, le LOSC est un club dont on parle peu, mais c'est un club qui est des plus réguliers pour la Coupe d'Europe, un club qui prend le championnat avec le trophée des champions, le seul sous l'ère qatari. Que pensez-vous du travail fourni et surtout non médiatisé? Et c'est vrai que ce que fait Lille avec des moyens financiers très limités, parce qu'il faut se souvenir que quand Olivier Létang revient et prend la présidence du club, c'est derrière Gérard Lopez qui, comme d'habitude, avait quasiment mis le club financièrement en mort clinique. Le club a économisé 260 millions depuis qu'Olivier Létang est là. Aujourd'hui, les finances sont saines et les caisses sont pleines. C'est une performance extraordinaire. Et tout ça sans avoir perdu ton niveau sportif. C'est une performance extraordinaire qu'il ne faut jamais arrêter de souligner et de féliciter. Et c'est aussi la preuve pour les clubs qui travaillent mal, parce que, ok, les droits télé sont en baisse, ok, il y a beaucoup moins d'argent dans le foot, mais il y a des clubs qui travaillent bien et il y a des clubs qui travaillent mal. Et de voir un club qui travaille bien récompensé, c'est formidable. Après, sur le terrain, c'est vrai que depuis leur élimination en Coupe d'Europe, le jeu du LOSC est beaucoup plus poussif et beaucoup moins emballant à regarder. Mais bon, les résultats sont là et cette équipe sera encore européenne l'année prochaine et c'est un super résultat. François Bréhin, décidément. Je dis ça décidément parce que comme je vous le dis, je lis pas le nom des mecs, je choisis la question, je choisis pas le nom. Je vois rarement d'articles sur la D1 à Kerma et globalement, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche et que personne ne regarde. Pourtant, lors de la Coupe du Monde en France, on nous avait promis une nouvelle hype autour du foot féminin. D'où vient ce flop, selon toi? Déjà, le premier flop, c'est que c'est pas bien. C'est mauvais. La finale de la Coupe de France entre le PFC et le PSG était une purge monumentale d'une qualité technique, mais c'était un match de DH, quoi. C'est nul, c'est nul. Et le mec qui vous dit ça, c'est un mec qui a débuté avec des finales de foot féminin, qui a eu énormément de copines en équipe de France, qui adorait l'OL de Louisa Nessib et de Jenny Le Sommer, et qui s'est parfois régalé avec des matchs de Coupe d'Europe féminine. En France, alors attention, en Angleterre, en Espagne, c'est pas la même chanson, mais en France, vous voyez les matchs sur Canal, vous voyez des stades qui sont parfois même pires que les stades d'entraînement pour les équipes de Ligue 1 masculines. Et on voit que tout le monde s'en fout et que les difficultés financières de certains clubs vont faire que certainement les premières économies qui vont être faites vont être malheureusement sur les équipes féminines. Et je suis très inquiet. Alors je suis déjà très inquiet pour pas mal de clubs en Ligue 1. Et je suis encore plus inquiet pour le foot féminin. Parce que aussi, il faut dire les choses comme elles sont, ça intéresse personne. Vince me dit, est-ce que vous frottez les mains à la vue des 2 dernières journées de championnat, du suspense à tous les étages, et des fameux multiplex du samedi soir, Saturday Night Fever? Alors non, moi je me frotte pas les mains avec les multiplex, parce que c'est terrible pour moi pour faire mes vidéos, parce que comme en plus avec ces crétins de DAZN, tu peux pas avoir de multi-écran, ça veut dire que une fois que j'ai mon écran sur DAZN, je suis niqué, je peux regarder que ça. Donc ça veut dire que je ne peux pas voir un vrai match et le multiplex, ce que je ferais si je pouvais avoir 2 écrans, mais malheureusement ces abrutis ne le permettent pas. Donc déjà de toute façon, j'ai choisi comme pour voir vraiment 2 matchs, j'ai choisi d'aller à Angers-Strasbourg et j'aurai un œil sur Monaco-Lyon sur mon téléphone. Je ferai certainement une vidéo du stade Raymond Kopa à la fin du match. Et puis la dernière journée, je la regarderai tranquillement chez moi. Encore une fois, je pense que, comme je pense que pas mal de postes seront, de positions pourraient être figées à ce moment-là, je pense que je me contenterai malheureusement du multiplex qui, évidemment, à titre perso, nuit à la qualité de mes vidéos, puisque je ne vais avoir qu'une impression plutôt que d'avoir vu vraiment un match, quoi. Gaël MDLE me dit, Arsenal a passé ses matchs à jouer des touches longues et des ballons directs dans la surface anglaise. Cette équipe est-elle finalement assez limitée? Alors je ne sais pas si je l'ai dit dans mon débrief du match, mais je l'ai dit plusieurs fois à table avec mes amis hier. J'ai dit que finalement cette équipe n'avait aucune imagination à part écarter sur les côtés sur Saka et Martinelli et les touches longes de Partey, dont la première a failli faire mouche. La reprise de Martinelli bien stoppée par Donnarumma. Les situations de jeu et la créativité
d'Arsenal a été extrêmement médiocre. Ça vient aussi du mauvais match de Partey et de Godard, qui ont raté leur match. D'ailleurs, Godard avait déjà raté le match aller. Voilà, c'est pour ça aussi que je comprends pas bien où Arteta voit que son équipe a été meilleure que celle du PSG. Kiki Ditan me dit, des rumeurs envoient Alain Saint-Maximin à l'OM cet été, c'est un bon choix vu l'inconstance chronique et le comportement parfois limite du joueur. Non, je pense que c'est une très mauvaise idée, je pense qu'Alain Saint-Maximin, avec son caractère et son comportement, peut devenir assez rapidement la terre de Turc de Vélodrome. Alors effectivement, il peut faire aussi l'inverse, faire 2 gris-gris et faire marquer 2 buts à son équipe et devenir l'idole du stade. Mais bon, l'idole du stade, ça dure qu'un temps. Après, il faut faire attention, le distinguo, c'est Alain Maximin qui a envie d'aller à l'OM. Je suis pas du tout certain que l'OM ait envie d'Alain Maximin. Alex Penon me dit, sans être trop indiscret, peux-tu nous expliquer comment Marc Keller a pu financièrement racheter le Racing Club de Strasbourg, puis tenir à sa tête aussi longtemps quand on sait ce que coûte un club de Ligue 1? Bah écoute, Marc était retourné en région dans la région de Strasbourg, à Échaud, après sa mauvaise expérience monégasque, et le club était, avec la gestion catastrophique de l'époque, était aux portes du dépôt de bilan et donc de l'ADH. Il y a des gens qui sont venus solliciter Marc en disant tu peux pas laisser mourir le club. Et c'est vrai que c'était pas... quand ces gens-là ont demandé à Marc d'être reçu, Marc savait très bien ce qu'on allait leur demander et il était parti en disant non, je ne ferai pas ça. Et il l'a fait parce que l'amour du Racing Club de Strasbourg est viscéralement en lui. Donc il a créé un pool d'actionnaires qui ont chacun mis une somme... Je ne dévoilerai pas la somme que Marc a investie dans le club, d'abord parce que je la connais pas de façon exacte. Il a mis une somme qui est évidemment une grosse somme pour le commun des mortels, qui est une somme correcte pour quelqu'un qui a été joueur de foot professionnel comme lui et qui gère son argent à la perfection. Puis voilà, et puis le club est reparti en National 2, donc effectivement au début ça coûtait pas beaucoup d'argent, et puis voilà, et puis Marc est un gestionnaire hors pair, que je qualifierais moi parfois de radin, mais faut reconnaître que c'est lui qui a raison, et il a géré son club au centime près, c'est-à-dire qu'il ne dépensait que de l'argent qu'il avait, et quand le club avait besoin d'argent pour équilibrer ses comptes, et il vendait Simakan à Leipzig, Fofana à Oulu à Monaco, Fofana à Monaco, et à chaque fois ça a rapporté 15 millions au club et ça lui permettait d'équilibrer ses budgets. Mais Marc voyait bien que avec un stade plein, avec des hospitalités au taquet, le plafond de verre financier du club était totalement atteint, et il a vu en plus que pas mal de présidents n'ont pas vu venir, il a vu arriver avec beaucoup de clairvoyance la déchéance des droits télé, le CVC, et il savait aussi qu'il allait avoir un stade tronqué par les travaux. Et il s'est dit, si je reste seul, le club va être en danger de mort sur le plan financier à terme, et je vais être obligé. Ça veut dire que si Marc n'avait pas vendu à Bluco, Doucouré et Diarra seraient partis depuis 2 ans. Et qu'est-ce que serait l'équipe de Strasbourg aujourd'hui? Il a vendu et quelque part, il a eu la chance soit d'avoir très bien choisi avec Bluco, soit d'être tombé sur des gens qui sont motivés pour faire quelque chose dans le foot. N'en déplaise aux connards qui font grève tous les 15 minutes de chaque match, c'est une vraie opération gagnant-gagnant. Jackie Boy me dit, question casse-gueule, trouvez-vous scandaleux que Emmanuel Macron a reçu le président syrien? Certes, il a un beau costume, mais ça reste un ancien djihadiste. Oui. Ça reste un ancien djihadiste et en ça c'est scandaleux. Après il y a un pays à reconstruire et il y a des intérêts financiers très importants pour un pays comme la France à faire partie de ça. Donc voilà, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui compte quand tu gères un pays, la morale ou le business? Le problème de Macron, c'est qu'il n'écoute personne, qu'il fait tout, il fait tout qu'à sa tête et ça devient un peu fatigant. Orki 911 me dit, j'aimerais avoir une analyse approfondie hors financier de pourquoi tu n'aimes pas le profil de Gonzalo Ramos. Moi, je trouve que le manque de temps de jeu et de confiance fausse les analyses et certaines critiques peuvent être abusives envers lui. Oh, ça va être très simple. Je pense que pour être attaquant au PSG, parce que attention, hein, depuis Cavani, qui ratait quand même un nombre assez incalculable d'occasions, et à Ibrahimovic, qui lui, pour le coup, est un phénomène du foot,
mais qui avait un rôle bien plus important et bien plus dominant que simplement celui d'avant-centre. Et même Cavani, qui était un avant-centre pur, il avait quand même des courses, densité physique que Ramos n'a pas. Le problème de Ramos, c'est qu'il n'est pas grand, il n'est pas puissant, il n'est pas très technique. On va toujours me ressortir sa passe en talonnade à Monaco. Je suis même pas sûr qu'il l'ait fait exprès. Il n'est pas technique, il n'est pas puissant, il n'est pas rapide. Il a un bon jeu de tête, et encore le bon jeu de tête, ça reste sujet à caution, parce que s'il a un bon jeu de tête, il aurait ouvert le score dans les 5 premières minutes à Strasbourg. Voilà, moi, depuis le début, je trouve que ce mec n'a rien à faire dans ce club, malgré le prix pharaonique où il a été payé. Je trouve que c'est pas un joueur qui est au niveau, et on voit bien que finalement, dans les grands matchs, hier il a joué 3 minutes plus ses arrêts de jeu, il a joué 8 minutes, ah, super. Il est pas si mal rentré que ça au match aller, je dois aussi le reconnaître, mais bon, à Strasbourg, ce mec-là, à chaque fois qu'il est titulaire, il est catastrophique. À Strasbourg, il a été cataclysmique. Je veux dire, si Paris n'a pas gagné à Strasbourg, moi je veux bien que ce soit parce qu'ils ont laissé tomber le match, mais je trouve que c'est surtout parce que Ramos n'a pas marqué malgré les occasions qu'il a eues. Donc je pense que dans les axes d'amélioration du PSG, si le PSG pouvait vendre Gonzalo Ramos, parce que je pense que il doit quand même avoir une valeur marchande intéressante. Je pense que si tu peux en tirer 50 millions et investir sur un attaquant plus dans l'esprit de Luis Enrique, c'est-à-dire plus dans un profil à la Kvaratskhelia, c'est-à-dire un joueur avec un volume physique beaucoup plus important, je pense que tout le monde s'en portera mieux. Johnny Lomar me dit « João Neves apparaît en tête du classement du nombre de pressings à haute intensité effectués en Ligue des Champions. 756, un record, ainsi que du nombre de tacles réussis répartis équitablement en toutes les zones du terrain. 51 en tout à l'unité du record d'Arturo Vidal. Crois-tu qu'il puisse être une des clés pour la finale de la Ligue des Champions ?» De toute façon, le milieu de terrain est une des clés de la Ligue des Champions, et le rendement extrêmement faible de Vitinha hier soir interroge aussi un petit peu, parce que bon, Alexandre Ruiz a pour moi été le meilleur joueur du PSG sur l'ensemble des 2 matchs contre Arsenal. Donc le chaînon manquant, c'est Vitinha, mais bon, Vitinha, il a été très bon aussi à Arsenal, donc faut voir. Effectivement, comme je l'ai dit dans une question précédente, et je le redis là, j'ai été trop sévère avec João Neves hier. Peut-être parce que je savais que j'allais encore mettre des très bonnes notes derrière, et que j'ai voulu un petit peu équilibrer. C'est une erreur de ma part, je m'en excuse. Je pense que je lui ai mis 6, que ça valait minimum 7. Encore une fois, il a eu 8 dans l'équipe, je trouve que c'est un peu trop, mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est un joueur qui apporte énormément dans l'engagement physique. En plus, je pense qu'il s'est fait pas mal distribuer par l'équipe d'Arsenal hier. Il y a eu pas mal de fautes commises sur lui, donc ça veut dire qu'il était ciblé comme un des joueurs dangereux de l'équipe. Et oui, je pense que ce sera forcément, de toute façon, tous les joueurs du milieu de l'Inter et du PSG seront des éléments clés de la finale.